Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce lundi, la belle victoire de Charles Caudrelier et de son équipage ce dimanche à La Haye sur l'ultime étape de la Volvo Ocean Race. Nous entendrons la réaction du skipper très ému à l'arrivée. Liquidation totale au château de Loya. À partir de ce mardi, le mobilier du site sera vendu aux enchères. Alors que pourrez-vous acheter? Nous nous sommes rendus sur place. Et puis les piles sont un fléau pour les ports de plaisance. Sur les bateaux, elles sont très utilisées. Alors 5 ports bretons testent des points de collecte. Vous rencontrerez aussi dans ce journal le portrait du seul fabricant de mini-caravanes de Bretagne, une petite remorque très bien aménagée et qui s'installe partout. Voilà pour les principaux titres de cette édition du JT Breton du lundi 25 juin 2018. C'est la belle information de ce week-end et surtout la belle photo finish ce dimanche. Le monocoque Dongfeng, skippé par le breton Charles Caudrelier, a remporté l'ultime étape de la Volvo Ocean Race et par là même la course. Au terme de 8 mois et de 11 étapes à travers le monde, l'équipage s'est emparé de l'imposant trophée. Une victoire à l'arraché alors que rien n'était fait avant le départ de cette étape qui s'est achevée à La Haye aux Pays-Bas. Et nous allons tout de suite écouter la réaction du skipper finistérien. Là on a attaqué, c'est passé, voilà, on a fait ce qu'on a cru. On a trop souvent suivi quand on était devant, trop contrôlé. Là on a été à fond, personne ne nous a suivi, tant mieux. On a gagné, on l'a mérité. Cette équipe elle le mérite, cette équipe elle était magique, elle m'a soutenu dans les moments durs. J'ai jamais eu. Je crois que sur cette 9 mois de course, j'ai peut-être eu 20 minutes de plaisir. En offshore, sur les inshore j'en ai eu beaucoup, mais en offshore, si j'ai vraiment eu 20 minutes de bonheur, c'était vraiment ces 20 dernières minutes à regarder les bateaux derrière nous. Et encore, j'avais du mal à y croire. Et après ces belles images et cette émotion, place à votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Acté ce week-end, l'abandon des Autolib à Paris a des répercussions jusqu'à Ergué-Gabéric, dans le Finistère. L'usine du groupe Bolloré, où sont produites les batteries électriques des voitures en autopartage, perd là sa principale vitrine. La direction assure néanmoins que cet arrêt brutal ne remet pas en question son avenir. Le cœur de son activité reste les bus électriques. Le groupe Bolloré mise désormais sur de prochains appels d'offres pour faire tourner l'usine bretonne. Seulement 20 petites minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux démineurs pour désamorcer la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, dimanche matin à Brest. 1500 habitants du quartier de Lambézélec, dont les résidents d'un EHPAD, ont été évacués le temps de l'opération. La bombe américaine de 250 kg sera détruite dans les prochains jours. Les opposants au projet de prospection minière mettent la pression après les promesses d'Emmanuel Macron. Ils étaient plus de 300 dimanche à grimper la côte de Mur de Bretagne pour réclamer l'abrogation définitive des 3 permis miniers accordés au groupe Variscan. Lors de sa visite en Bretagne la semaine dernière, Emmanuel Macron a assuré que ces projets seront abandonnés, sauf que l'État a jusqu'à ce jeudi pour réaliser l'acte juridique nécessaire. Très bon cru 2018 pour la Pierre Le Bigot Muco. Avec 8000 sportifs, dont 7100 cyclistes, la 26e édition a failli faire tomber le record de participation samedi à Callac. Le cap des 600 000 € de dons au profit de la lutte contre la mucoviscidose devrait tout de même être franchi. Victimes de la surpêche, les anguilles sont en danger. Ce lundi, la Fédération de pêche a réalisé un comptage à Quimperlé pour contrôler leur renouvellement. 206 ont été comptés au lieu de 300 en moyenne, un chiffre à relativiser. L'essentiel est de trouver des individus de moins de 15 cm, synonyme d'une reproduction suffisante des anguilles. Opération insolite au château de Loya, près de Plohermel, dans le Morbihan. Tout doit disparaître. Une vente aux enchères de l'ensemble du mobilier va se dérouler pendant 3 jours au sein du château. Karine Chevrolier et Victor Large ont pu se rendre sur place pour découvrir ces objets avant le début de la vente ce mardi. C'est un lieu chargé d'histoire avec un grand H, un château construit au XVIIIe siècle où plusieurs familles se sont succédées. La dernière depuis plus de 130 ans. Un lieu dans lequel s'est constitué au fil des années des rencontres et des voyages, un patrimoine très éclectique. On part en Asie, il y a de l'art africain, on est sur du textile, de l'argenterie, du bijou, du mobilier, de l'objet d'art. Il y a des cuivres de cuisine, il y a les vases de jardin, des éléments décoratifs.
Le château vendu, l'ensemble du mobilier doit désormais trouver acquéreur. Depuis un mois, 11 experts sont donc mobilisés pour inventorier, estimer ce patrimoine. En tout, 1800 lots sont mis aux enchères cette semaine dans les jardins du château. Les tableaux ils sont accrochés là où ils sont accrochés, les meubles ils sont là. Ça a un autre goût, ça a une autre saveur puisque les objets ne sont pas coupés de leurs propres histoires, ils sont rattachés à cette propriété. Ils vont voyager, c'est la vie des objets, ils vont trouver de nouvelles personnes qui vont les aimer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce passage en fait. Et certains objets sont même classés aux monuments historiques. Les amateurs de belles choses ont bien compris que des perles rares sont à dénicher. On a quand même en France un beau patrimoine, un art de vivre. J'accueille chez moi beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains qui n'ont pas cette chance et inculquer des jolies valeurs et montrer ce que l'on sait faire et ce que l'on a fait dans le passé, c'est quand même toujours formidable. J'ai repéré entre autres une jolie série de verres couronnés, monogrammés et je peux vous dire que dimanche prochain, j'ai déjà prévu un dîner et j'espère qu'ils seront à ma table. C'est donc une vente exceptionnelle dans un site d'exception qui se déroule durant 3 jours. Et pour s'acheter une part d'histoire, il faudra débourser de 30 € à 40 000. Parlons à présent d'une bonne pratique à adopter pour ceux qui font de la plaisance, c'est le recyclage des piles. Une opération unique en France est testée en ce moment en Bretagne. Elle est baptisée Pile à quai et elle permet la collecte, mais aussi le recyclage des piles. 5 ports bretons sont pour l'instant impliqués et Mathilde Kemener s'est rendue à Saint-Quay-Portrieux. J'ai une pile ici qui commence à être en dessous de 1, donc elle doit aller à la benne. Et le mieux, c'est de remettre une série de piles toutes neuves. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le Foscar, qui est un outil de repérage, ça doit être clair et net, ça doit fonctionner. Ce costard mauricain a aussi besoin de piles pour ses lampes torches, pour les lumières d'appoint, ainsi que de batteries pour sa radio. Ces sources d'énergie sont beaucoup utilisées par les plaisanciers, alors ils sont invités à ne pas les jeter à la mer et à les recycler. Les piles, c'est plein de polluants. Il y a du plomb, il y a des métaux rares, du cadmium, du lithium, etc. Donc tous ces matériaux qui sont contenus dans les piles sont extrêmement polluants. Donc il est important, bien sûr, dans le cadre du tri sélectif qu'on met en place au port, que les piles soient déposées dans des containers adéquats et qu'après elles soient recyclées. Pour ce faire, le port participe à l'opération Pile à quai. Il est financé par les fabricants à travers l'organisme Battery Box. Des collecteurs ont été installés dans 5 des 73 ports bretons en partenariat avec la région Bretagne. Aujourd'hui, on est loin du compte en matière de récupération, de tri et de recyclage. On sait que dans le domaine des piles, par exemple, plus de la moitié des piles ne sont pas encore récupérées. Un premier bilan va être réalisé à l'automne prochain afin d'étendre l'opération. On dépense beaucoup d'argent pour essayer d'apporter un service gratuit partout sur tout le territoire. L'opération que nous menons ici aura pour finalité d'être étendue bien sûr sur le territoire breton dans un premier temps, puis au niveau métropolitain, mais ultérieurement même dans les territoires ultramarins. Et à peine lancé, l'organisme est déjà sollicité par d'autres villes françaises pour implanter le dispositif. Nous allons maintenant sur un chantier hors norme qui se déroule en ce moment à Ploumoguer dans le Finistère. Un réservoir d'eau de 6 mètres de haut et qui va pouvoir recevoir plus de 1200 mètres cubes d'eau est en construction. 2 autres réservoirs de ce type doivent également être construits. Des infrastructures nécessaires pour garantir une bonne alimentation en eau pour les habitants. Séverine Floch et Gur Van Weck. Un tiers de la population du Finistère reçoit de l'eau potable avec la société publique locale Eau du Ponant. Eau du Ponant couvre les 20 000 habitants du pays d'Iroise, à la pointe finistérienne. Il y a une nécessité d'augmenter les réserves d'eau potable au sein de ce territoire. Cela passe par la construction d'un nouveau réservoir avec un volume de plus de 1000 mètres cubes à Kervé-les-Dents, à Ploumoguer, dans le Finistère. Le but est d'améliorer l'alimentation en eau pour le pays d'Iroise. L'ancien réservoir a été créé il y a 25 ans. À l'époque, le territoire était à 12 000 habitants. Nous sommes passés de 12 000 à 20 000 habitants, ce territoire-ci. Donc c'est important de sécuriser. Et ce deuxième château d'eau n'était pas obligatoire dans le fonctionnement du réseau, mais souhaitable en cas de pénurie, en cas de sécheresse, en cas de rupture de canalisation. Canalisation qui casse, un manque d'eau, une pollution dans le réseau, on ne sait jamais, ça va sécuriser le secteur. En plus, on aura une eau de meilleure qualité. Les travaux du réservoir de Kervé-les-Dents se termineront au mois de juillet. Eau du Ponant travaille également sur la construction de 2 autres réservoirs dans la métropole brestoise, à Plougastel et à Guipava. Pour cela, Eau du Ponant a ouvert les robinets, puisque le coût total pour les 3 réservoirs s'élève à 3 millions d'euros.
Depuis ce week-end, le beau temps s'est installé sur la région et avec ce soleil, vous avez peut-être envie d'évasion. Alors à côté des camping-cars et des caravanes, il y a aussi la mini-caravane ou teardrop en anglais. Une astucieuse remorque très bien aménagée. Aline Deprez a rencontré Rémi Herbuel, le seul fabricant breton de mini-caravane. Elle s'est rendue à Sker. Depuis 4 ans, Rémi Herbuel fabrique des mini-caravanes tout seul de A à Z. Il a optimisé la forme de cette petite maison roulante pour qu'elle pèse environ 400 kg. Côté couchage, il y a un couchage de 1,48 m par 1,90 m avec placard tête de lit, placard de rangement pour les vêtements, tiroir, poste radio, lumière par le panneau solaire qui est situé sur le toit. À l'arrière, une cuisine aménagée et un maximum de rangement. Je fais ça avec plaisir. Voilà. Après, ce que j'aime bien surtout, c'est quand les couleurs sont un petit peu différentes du traditionnel. Je m'imagine toujours un peu voyageant dans pas ma caravane, mais bon, dans ce que j'ai créé. Je me suis dit, tiens, je partirais bien avec faire un tour. Rémi fabrique sa caravane à la guise du client. Il en a déjà créé une 40aine, toutes sont uniques. Aujourd'hui, il crée une fenêtre et pose les dernières vis de ce modèle. Il aura mis entre 1 et 2 mois à la fabriquer. Si on vient du Portugal ou d'un autre pays chercher sa caravane, ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour venir chercher sa caravane. Donc les clients sont aussi impatients que moi. Pas plus grande qu'une remorque, la caravane peut être déposée n'importe où. Elle ne nécessite pas de carte grise, donc pas de surcoût sur l'autoroute. Rémi en vend une dizaine par an pour un coût compris entre 8 000 et 20 000 € pièce. Et c'est la fin de cette édition à suivre sur vos chaînes, votre magazine L'Instant T consacré comme tous les lundis au sport. Aujourd'hui, interview exceptionnelle de David Lapartien, le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, mais aussi maire de Sarzeau. À quelques jours du départ du Tour de France, il répondra aux questions de notre journaliste Laurent Villebout. Il reviendra notamment sur l'épineuse question de la présence de Christopher Froome au départ de la Grande Boucle. Une émission à découvrir à 19h15 et à 23h15, mais aussi en replay sur les sites internet de TBO, TB Sud et du Télégramme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite évidemment une très belle soirée sur nos antennes. À demain.